discuter autour d'un sujet de la RSE et on fait intervenir des spécialistes pour aborder les sujets dont ils sont experts. Donc ce matin, on va aborder la question des pratiques inclusives et du sentiment d'inclusion en entreprise. Et pour ça, donc, je vais d'abord me présenter puisque je vais intervenir. Magali Stoka, je suis chargée de mission RSE à Face Grand Toulouse. Il y a un club d'entreprises engagé que je vais présenter tout à l'heure. Après, on aura Emmanuel de Wonjo qui va se présenter également. Et puis Lola, l'interrelais, qui fera sa présentation. Voilà, pour vous rappeler un petit peu les règles, l'idéal, c'est de désactiver votre micro quand vous ne prenez pas la parole, éviter les bruits parasites. Et quand vous souhaitez prendre la parole, vous avez la petite main en haut ou en bas, suivant votre ordinateur, mais vous avez l'option lever la main. Comme ça, nous, on peut vous donner la parole au fur et à mesure. Et puis, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions, vous présenter, échanger, comme vous le souhaitez. Voilà. C'est bon pour tout le monde. On va commencer. Du coup, je laisse la parole à Emmanuel pour commencer. Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Emmanuelle Bessès, je suis une entrepreneuse engagée depuis 18 ans maintenant dans l'univers de l'économie sociale et solidaire. Et ce matin, je représente Wonjo, qui est la marque de mon cabinet historique Créactive, qui est un spécialiste de la qualité de vie au travail. Et la QVT, pour la faire en résumé, c'est la convergence entre la sphère économique et la sphère sociale-sociétale de la RSE. Je te passe la parole, Lola, pour que tu puisses te présenter. Ah, on t'entend pas, Lola. Je vais désactiver. C'est bon. Oui, du coup, moi, c'est Lola Garavagno. Je travaille, donc, je suis chargée de mission RSE, qualité et RGPD chez Interrelais, qui est une association intermédiaire qui est en activité depuis 1988 et qui agit pour l'insertion des personnes en recherche d'emploi sur le territoire de la Haute-Garonne. Voilà, donc on a mis en place une démarche RSE afin d'améliorer, même si c'est déjà notre impact social, il est évident puisqu'on c'est le cœur d'activité d'Interrelais que d'insérer les personnes en recherche d'emploi. Mais on a mis en place cette démarche RSE aussi pour agir sur tous les volets de la RSE et que ce soit plus facile de suivre cette démarche et d'agir en profondeur sur tous les volets de la RSE. Je te laisse commencer, Emmanuel, du coup, sur l'inclusion. Oui, avec plaisir. Bon, alors l'inclusion, c'est un sujet dont on parle beaucoup, on en parle de plus en plus et on s'est dit avec Magali et Lola qu'il serait intéressant en introduction de rebalayer quelque part les éléments de contexte qui font qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est devenu incontournable dans le monde professionnel, dans le monde des entreprises. Alors moi, ce que je vais vous partager, c'est ma vision de cette situation sur un temps très court pour laisser vraiment la place derrière à l'apport de contenu et aux échanges. À mon sens, il y a 5 raisons qui amènent le sujet de l'inclusion comme un sujet majeur des entreprises et notamment des entreprises qui sont en démarche RSE. La première, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont plus que jamais à la recherche de solutions qui permettent quelque part de répondre à la quadrature du cercle qui consisterait à les rendre à la fois performantes et respectueuses du bien-être des collaborateurs. Faire le croisement entre cet axe vertical des performances et cet axe horizontal des relations du bien-être et de la qualité de la vie. Pour arriver à résoudre cette équation, de nombreuses études sont réalisées et puis le terrain est évidemment renseignant. Et aujourd'hui, l'un des grands apprentissages, c'est qu'une entreprise qui cultive une politique de diversité et qui propose aux travailleurs et aux travailleuses un environnement inclusif, se trouve gagnante sur tous les plans, que ce soit sur le plan de la performance opérationnelle, de l'innovation, de la créativité, mais aussi sur le sentiment de bien-être, la santé des collaborateurs. Donc, il y a d'ailleurs une étude très récente, qui a moins de 2 mois, du Boston Consulting Group, qui fait et établit vraiment le lien étroit entre un sentiment d'inclusion, des pratiques inclusives et la performance des collaborateurs et leur sentiment de bien-être.
Le deuxième élément, il est un petit peu moins drôle. J'ai envie de dire que c'est une énergie de la contrainte et du poids. C'est qu'on a un contexte réglementaire qui s'est énormément étoffé depuis 1957, puisque quand même les racines elles viennent du traité de Rome. On a un environnement réglementaire et législatif qui pousse les entreprises à être inclusives et à adopter des politiques de diversité. On va penser notamment à l'égalité des chances ou à la lutte contre les discriminations. Le troisième élément qui me paraît important, c'est que le monde évolue et à une vitesse qui est de plus en plus rapide. On voit des entreprises qui sont de plus en plus sur des business internationaux, donc confrontées à la gestion de la multiculturalité. On a tout ce qu'on appelait les minorités et les personnes issues de la diversité qui représentent une part de plus en plus importante dans la société. L'homosexualité est de plus en plus admise, les jeunes générations ont des nouvelles attentes. Donc si l'entreprise veut rester en phase avec la société, avec ses marchés pour être pérenne, il lui faut elle aussi être représentative en interne de ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'était la troisième raison. La quatrième, c'est que, et c'est surtout pas à Interrelais que le sujet aura échappé, les entreprises sont confrontées à des problématiques de recrutement. On n'a jamais eu autant de mal à aller chercher les talents dont on a besoin et même du personnel non qualifié. Donc, dans le cadre des politiques de recrutement, l'entreprise, en fait, se retrouve quelque part contrainte ou invitée à ouvrir le champ des possibles pour aller chercher des profils qui sortiraient un peu de ces normes classiques et traditionnelles, mais aussi à bichonner sa marque employeur, c'est-à-dire sa communication RH, sa communication externe, pour valoriser ses politiques de diversité, son ouverture d'esprit, ses valeurs quelque part d'accueil de la différence, parce que ça a la cote, la diversité, notamment auprès des nouvelles générations, évidemment, mais aussi auprès des travailleurs et des travailleuses qui ont une fibre sociale, qui ont une sensibilité sociale, et on constate qu'elle est de plus en plus forte. Ça m'amène à la cinquième raison, qui, selon moi, fait de l'inclusion un vrai sujet aujourd'hui pour les entreprises. On est depuis un peu moins de 2 ans maintenant dans une situation sanitaire, économique et sociale complexe, qui a créé une forme de distance, donc distance géographique, distanciation sociale. Et l'être humain, qui est un animal social par excellence, a besoin d'être avec les autres. On sent depuis quelque temps que le besoin d'être en lien, d'être relié, de faire partie d'eux, d'être avec les autres et de se sentir avoir sa place dans l'entreprise, c'est une vraie demande sociétale. Donc pour moi aujourd'hui, l'inclusion, c'est plus un choix. La diversité est largement plus qu'une obligation, c'est une opportunité et presque, j'ai envie de dire, une condition de survie pour les entreprises. Voilà, c'est de là où je regarde, c'est ma vision du sujet. Merci Emmanuelle. Du coup, au fur et à mesure, vous pouvez intervenir dans le chat ou en levant la main, sachant que toute la deuxième partie de la matinale sera consacrée à des échanges. Donc, on va parler, on va se présenter jusqu'à à peu près 9h10 et après jusqu'à 9h30, ce sera vraiment que de l'échange. Vous pouvez poser toutes vos questions. Pour commencer, donc, on va parler des pratiques inclusives. Après, Emmanuelle reviendra sur le sentiment d'inclusion. Pour parler des pratiques inclusives, je vais vous présenter donc le club d'entreprise auquel j'appartiens, donc qui est FACE Grand Toulouse. Et pour ça, je vais vous partager un petit diapo. Comme ça, je vais vous présenter donc FACE Grand Toulouse, les actions, comment à travers un club d'entreprise, on peut aider à l'inclusion, comment on peut mettre en place concrètement des pratiques inclusives dans son entreprise. Alors, hop. En principe, vous allez pouvoir regarder en même temps que moi. C'est bon pour vous? Alors, déjà, FACE Grand Toulouse, pour vous reprendre un petit peu le contexte, notre vocation, c'est favoriser l'inclusion par le monde de l'entreprise. Donc, nos entreprises adhérentes vont concrètement mettre en place des actions en faveur de l'insertion professionnelle, de l'inclusion sociale, de l'orientation scolaire, etc. On va revenir après sur tous nos domaines d'action. En tout cas, vraiment, le but, ça va être d'impliquer les entreprises dans la lutte contre l'exclusion en matière d'emploi, d'éducation, etc. Pour ça,
on est agréé par la Fondation Agir contre l'exclusion au niveau national. Donc, elle est reconnue d'utilité publique. Elle rassemble une cinquantaine de places. Et en tout, on est soutenu par plus de 6 000 entreprises. Sur le secteur toulousain, on a une cinquantaine d'entreprises adhérentes qui s'engagent avec nous concrètement en faveur de l'inclusion. Et nous, on valorise leur démarche RSE à travers nos actions. Pour que vous voyez un peu plus concrètement ce qu'on fait, je vais vous présenter nos activités. Donc là, vous voyez un petit peu les thématiques principales. Donc pour reprendre, on agit beaucoup sur le volet de l'emploi, puisque l'entreprise, quand même, c'est son cœur d'activité, on va dire. L'emploi, donc on va favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi de personnes particulièrement vulnérables. Donc les personnes qu'on dit particulièrement vulnérables, on va avoir plusieurs catégories de population. Les personnes en situation de handicap, les personnes primo-arrivantes, bénéficiaires de minima sociaux. Donc nous, on va créer des passerelles entre ces personnes-là qui sont éloignées de l'emploi et nos entreprises. L'idée, ça va être de créer des mentorats, des marrainages, parrainages, des visites d'entreprise. On va vraiment être créateur de passerelles. Et nos entreprises, elles vont s'impliquer concrètement. Ça ne va pas être juste ouvrir leurs portes, ça va être s'impliquer en faisant des simulations d'entretien, en faisant des rencontres avec des job dating avec des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc, elles vont être proactives dans cette démarche-là. Ensuite, on va avoir tout le volet orientation scolaire. Donc là, notre but, ça va être d'ouvrir le champ des possibles pour tous les élèves, pour que les élèves puissent s'orienter vers les métiers qu'ils souhaitent, elles souhaitent, en fonction non pas de leur milieu social, non pas de la zone géographique dans laquelle elles viennent, non pas en fonction de leur genre, mais vraiment en fonction de leurs objectifs de carrière, en fonction de leur passion. Donc là, le but, ça va être vraiment de casser les freins et de les orienter vers les entreprises, de créer des liens avec les stages de troisième, avec des dispositifs d'orientation scolaire qu'on met en place avec des forums métiers. Donc là aussi, vraiment, c'est les entreprises qui vont venir mettre un pied dans l'école, dans les collèges, dans les lycées, pour présenter leur métier, pour présenter leur filière, pour vraiment créer des liens, encore une fois, créer des passerelles entre le monde de l'entreprise et le reste de la société. Ensuite, on a tout un volet sur la lutte contre la précarité. Donc la précarité au sens large, ça va être la précarité énergétique, la précarité numérique, la précarité sociale. Et là aussi, on voit que les entreprises ont un rôle à jouer, puisque concrètement, ça va être auprès des fournisseurs d'énergie qui sont adhérents à FAS qu'on va agir. Les médiations peuvent se passer directement, les médiations sociales, auprès des salariés des entreprises, puisque c'est important. Donc, on va vraiment créer là, on va être même en interne de l'entreprise pour pouvoir aider à l'inclusion. En parallèle de tout ça, de façon transversale, on a toujours une attention à la lutte contre les discriminations et à l'inclusion. Donc là, ça va être mon travail en tant que chargée de mission RSE, de mettre en place des actions de sensibilisation pour la sensibilisation au handicap, pour la sensibilisation à l'égalité femmes-hommes. Pour vous prendre un exemple de projet concret qu'on a en ce moment et qui marche plutôt bien auprès des entreprises. Donc là, on va être un peu d'actualité, c'est le mois de novembre. Donc je vais vous présenter 2 actualités de FAS. Dans un premier temps, pour le handicap, puisque là, ça va être bientôt la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc nous, on a créé avec la Croix-Rouge et 2 partenaires européens le projet Inclotisme. Donc il y a un projet pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes qui présentent des troubles du spectre autistique. Donc on va créer tout un module de formation, un référentiel de compétences, tout un kit de communication pour que les entreprises puissent s'approprier le sujet et avoir des clés pour accueillir et améliorer la qualité de vie au travail des personnes qui ont des spectres autistiques en entreprise. Donc concrètement, nos entreprises, elles vont pouvoir bénéficier d'un module de formation pour être au point sur comment on accueille une personne qui a des troubles autistiques en entreprise au mieux, comment on s'adapte à la personne. Et puis après, on voit que de toute façon, tout ce qui est en lien avec le handicap et avec l'égalité au sens large, c'est ce que disait aussi Emmanuel en introduction, c'est que finalement, ça ne va pas bénéficier qu'aux personnes issues des minorités, qu'aux personnes issues de la diversité, comme on peut dire, mais ça va bénéficier à tous et à toutes dans le cadre de la qualité de vie au travail.
C'est-à-dire que plus on s'adapte à une personne dès son accueil dans l'entreprise, plus elle va se sentir bien. Et peu importe, en fait, toutes ces spécificités, c'est un accueil global de la personne et de ses particularités qu'on va mettre en place. Voilà pour le domaine du handicap. Et puis, petit aussi clin d'œil pour le 25 novembre, qui est la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Nous, on est animateurs de la charte 6 des entreprises contre les violences conjugales. Et donc, on va sensibiliser les entreprises sur leur rôle en tant qu'employeur dans la lutte contre les violences conjugales. Et là, ça va être, on a toute une charte d'engagement et après, on sensibilise les entreprises. Vous allez pouvoir aussi assister à un webinaire le 23 novembre sur ce dispositif, donc, puisque c'est important que les entreprises puissent se rappeler en fait du rôle et de la responsabilité, puisqu'on est là-dessus sur la RSE, hein, de la responsabilité que les entreprises ont vis-à-vis de leurs salariés et du bien-être. Voilà pour faire un petit tour de nos activités principales. Je vais vous présenter le mouvement qu'on anime avec le MEDEF 31 sur le territoire. Donc, des entreprises s'engagent. Donc là, c'est un réseau qui a été lancé par le gouvernement en 2018, dont le but est de créer un réseau d'entreprises engagées en faveur de l'insertion professionnelle et de l'inclusion. Donc là, vous voyez un petit peu pourquoi rejoindre le mouvement. Donc en fait, ça va être vraiment le but, c'est de dialoguer entre entreprises, puisque c'est les entreprises leaders qui animent le réseau et qui font bénéficier à toutes les entreprises du club de leurs bonnes pratiques. Donc il y a vraiment un échange entre entreprises. Après, nous, en tant que facilitateurs, on peut accompagner ces entreprises-là dans le développement d'actions collectives. Et l'idée, c'est aussi de valoriser les bonnes pratiques auprès de toutes les entreprises et du territoire. Donc, pour prendre concrètement les engagements des entreprises, en fait, en adhérant à ce réseau, les entreprises prennent des engagements en faveur de l'insertion et de l'inclusion. Ces engagements, c'est l'entreprise elle-même qui les choisit en fonction de ses priorités, de son secteur, tout simplement de ses possibilités et ses affinités. Donc là, vous voyez un exemple des 13 engagements possibles pour les entreprises. Donc, ça va du stage de 3e à l'accompagnement et recrutement de personnes en situation de handicap. On est vraiment sur l'insertion professionnelle et l'inclusion. Et donc, nous, avec FAS et avec le MEDEF et le réseau des entreprises, on va vous accompagner en tant qu'entreprise à mettre en place tous ces engagements et à terme, à favoriser toutes les pratiques inclusives, puisqu'on voit là que c'est des pratiques concrètes qui vont favoriser l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi et des jeunes, tout simplement. Voilà pour faire un petit tour de tous nos domaines d'activité. C'est assez large et on pourrait en parler encore longuement, mais comme ça, vous avez aussi une idée concrètement de pratiques qu'on peut mettre en place en entreprise et vous avez aussi une idée du rôle que peut apporter le club d'entreprise dans la mise en place de ces pratiques inclusives. Voilà, donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat et puis après, on aura le temps aussi d'échange en deuxième partie de la matinale. Voilà pour la présentation d'une partie des pratiques inclusives. Et pour la deuxième partie, je vais inviter du coup Lola à présenter Interrelais, qui est une autre solution pour favoriser l'insertion professionnelle et l'emploi durable. Oui, alors du coup, je vais partager. J'ai préparé un petit support. Hop. Est-ce que vous le voyez, le support? Ah, j'entends. Oui, c'est bon. Ah, ok, super. Alors du coup, moi, je vais vous présenter Interrelais, comme je le disais tout à l'heure. C'est une association intermédiaire qui a été créée en 1988. Donc, en fait, notre mission, c'est de permettre à des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui sont éligibles selon des critères d'insertion, de retrouver une mission de travail adaptée à leur situation et compatible avec les besoins des entreprises qui nous contactent. Donc, on assure avec ça un accompagnement aussi socio-professionnel de nos salariés afin de leur permettre un accès à l'emploi qui soit durable. Donc, nos conseillères en insertion, en fait, elles vont essayer de lever avec eux les freins vers l'emploi
Donc, on a le service emploi qui les accompagne dans leur recherche d'emploi, qui va négocier avec les entreprises des mises à disposition. En fait, on va mettre à disposition ces salariés auprès d'entreprises. Et à côté de ça, les salariés bénéficient aussi de l'accompagnement socio-professionnel avec nos conseillères en insertion. Donc, on propose notamment des missions qui peuvent être ponctuelles, régulières ou dans le cadre d'un pré-recrutement aussi. À côté de ça, les postes qu'on propose dans le cadre d'Interrelais, c'est notamment l'entretien de locaux, d'espaces publics, d'espaces urbains, les métiers du BTP, la collecte des déchets, la distribution de journaux, de tracts, la manutention, l'archivage, l'accueil, le secrétariat, ou encore des métiers, des travaux ou l'aide à la restauration. C'est pas exhaustif puisque, comme je le disais, on a un service emploi et un service développement qui travaille en permanence à rechercher avec les entreprises de nouvelles missions pour nos salariés. Donc, l'identité d'Interrelais, c'est une structure qui agit donc en faveur de l'insertion des personnes en recherche d'emploi et on agit sur le territoire de la Haute-Garonne. Nos valeurs, c'est la solidarité et le respect des personnes, l'approche globale de la personne, l'emploi durable comme objectif et les salariés sont acteurs principaux de leur parcours, c'est-à-dire qu'on ne va pas agir à leur place, mais on va travailler avec eux pour les rendre autonomes et pour qu'à la fin, ils puissent justement accéder à cet emploi durable et être autonomes dans leur travail et dans leur situation personnelle aussi. Donc, nous avons mis en place une démarche RSE, comme je le disais tout à l'heure, qui afin de faciliter le suivi et l'amélioration de notre impact social, environnemental et économique. Quelques chiffres du coup dans le cadre de cette démarche. En 2021, on a eu 300 clients à peu près qui ont fait appel à Interrelais et qui ont fourni 57 000 heures de travail à nos salariés. 150 personnes ont été salariées par Interrelais. 54 salariés ont ensuite quitté la structure, dont 46% ont été embauchés en CDD, CDI ou admis dans une formation. 95% de nos clients sont satisfaits de nos services et on a une égalité homme-femme qui est plutôt bonne puisqu'on a salarié 71 femmes et 73 hommes pour un même taux horaire. À côté de ça, on a Interrelais et à côté on a le relais qui est un atelier chantier d'insertion dont la coordinatrice, c'est Anne-Charlotte qui est avec moi. Je vais la laisser du coup prendre la suite pour présenter le relais. Donc bonjour à tous, effectivement du coup je suis Anne-Charlotte Sartelet, je suis la coordinatrice du relais. Donc ce n'est pas le relais national mais le relais qui est à Blagnac. Nous sommes une association qui a 35 ans et nous avons aussi des objectifs et des missions qui sont un petit peu en parallèle avec Interrelais puisque nous accompagnons et nous salarions et nous accompagnons donc des personnes relevant de l'insertion par l'activité économique pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Donc nos salariés travaillent au fonctionnement de nos deux friperies, de notre épicerie sociale et solidaire. Nous avons une friperie donc sur Blagnac et une autre sur Cornebarieux, où nous employons donc des employés polyvalents au commerce, ainsi que des chauffeurs-livreurs. Et ils sont embauchés donc pour faire le fonctionnement des boutiques. Nous avons donc des encadrants techniques qui les formons au niveau du poste sur le terrain, et nous avons aussi des conseillers en insertion professionnelle qui les accompagnent justement dans le projet professionnel, toujours dans l'objectif de pouvoir les rendre autonomes par la suite pour leur parcours. Nous embauchons aussi donc côté épicerie sociale et solidaire, qui est ouverte depuis 2020, donc assez récemment, qui est destinée à permettre aux personnes rencontrant des difficultés économiques d'accéder à des produits de première nécessité à un coût réduit. Pour parler un petit peu des chiffres que nous avons eus en 2020, donc nous avons pu employer 58 salariés durant l'année. Nous pouvons en temps réel avoir jusqu'à 38 salariés en parcours et 11 salariés ont trouvé un emploi suite à leur passage.
D'autres aussi ont trouvé des formations qualifiantes par la suite pour continuer leur parcours et reprendre une activité aussi suivant leur projet. Et nous sommes une équipe du coup permanente de 8 personnes, et comme je le précisais, donc avec des encadrants techniques et des conseillers d'insertion professionnelle. Les valeurs que nous mettons en avant, forcément, c'est la solidarité, le respect des personnes, l'emploi durable comme objectif. Et nous avons aussi l'économie circulaire qui est pour nous une finalité puisque nous marchons à partir de dons qui nous sont faits de particuliers ou de professionnels. Et l'objectif, c'est soit de pouvoir les réinsérer dans nos boutiques, soit sinon de les revaloriser différemment par du recyclage où nous avons des partenariats avec des entreprises telles que Vertex, Recyclivre, où des vêtements pourront devenir de l'isolant pour les maisons. Recyclivre qui va permettre du coup de continuer un circuit pour tout ce qui est température, etc. Et nous avons aussi un partenariat avec le label Emmaüs pour avoir une boutique en ligne. Et, voilà, du coup pour vendre aussi d'autres objets et élargir aussi nos clients. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, on voit aussi qu'une des pratiques inclusives de l'entreprise, ça va être de faire appel aux prestataires aussi qui sont inclusifs pour créer un réseau d'énergie vertueuse et positive. Donc là, ça va être le cas, par exemple, pour Interrelais. Ça va être faire appel aux bonnes personnes au bon moment. Pour la suite, je relaisse la parole à Emmanuelle pour le sentiment d'inclusion. Merci Magali et merci à toutes les deux d'Interrelais et du Relais pour votre présentation. J'ai le plaisir de travailler avec elles dans ma vie professionnelle et de prendre un grand plaisir à être actrice à mon niveau parce qu'elles font un boulot absolument incroyable. Donner sa chance à des personnes qui sont éloignées du monde de l'emploi et qui méritent leur place. Voilà, partir du principe que personne n'est inemployable. C'est des belles valeurs et qui sont incarnées sur le terrain. Alors oui, dans cette deuxième partie de la matinale, je vais vous parler de l'entreprise inclusive. J'ai envie pour commencer de définir ce que c'est qu'une entreprise inclusive. Qu'on se mette quelque part d'accord sur les termes qu'on emploie parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Je vais encore une fois vous livrer ma propre vision du sujet. Et j'espère que ça créera aussi le débat. N'hésitez pas à utiliser le chat pour notre moment de questions-réponses à la fin. Alors, une entreprise inclusive, j'ai envie de dire que d'abord, traditionnellement, c'est une entreprise qui va cultiver la diversité dans son personnel. C'est-à-dire que techniquement, quantitativement, elle va chercher à s'ouvrir à des publics qui sont un peu plus éloignés de sa norme et de ses habitudes, on va dire, de recrutement. Elle va ouvrir ses portes en fait et donner accès à sa vie à des personnes qui sont issues d'une diversité qu'on peut appeler la diversité visible, ou de la diversité invisible, ou de la troisième catégorie de diversité. Si vous voulez, on pourra revenir sur ces notions-là. Inclure des personnes qui viennent de ces différentes sphères, qui peuvent avoir des statuts qui sont malheureusement très souvent mis de côté, mis à la marge. Inclure, c'est avoir une politique de diversité. Le principe de départ, c'est de dire que dans la biodiversité, on admet clairement que la nature ne peut survivre et ne peut se développer qu'à partir du moment où il y a une variété d'espèces qui cohabitent. Donc l'entreprise inclusive, quand elle pratique la diversité, elle se dit je vais donner la chance à des personnes qui peuvent paraître différentes selon ma façon à moi de regarder mon personnel. Je vais leur donner leur chance, je vais leur ouvrir les portes, je vais les faire venir chez moi et je vais considérer que cette différence, que cette diversité, ça va être une force pour mon organisation. C'est Saint-Exupéry qui disait, alors je vais reprendre mes petites notes, il disait clairement « Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit ». Donc l'entreprise inclusive, non seulement elle va chercher, j'ai envie de dire, ses quotas, elle va considérer qu'elle va gagner en performance, à la fois, j'ai envie de dire, opérationnellement, mais aussi sur l'aventure humaine qu'elle propose. Et elle va se dire que grâce à cette diversité, elle va aussi pouvoir la valoriser très concrètement.
ça veut dire avoir à la fois des comportements au quotidien dans l'entreprise qui incarnent cette valeur de diversité, mais aussi pouvoir la communiquer, la promouvoir à l'extérieur pour son image de marque. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est traditionnellement la définition qu'on peut donner d'une entreprise inclusive. Sauf que sur le terrain, et je pense qu'aujourd'hui, même dans les personnes qui sont présentes ce matin lors de la matinale, nombre d'entre nous constatons que des entreprises dites inclusives, techniquement, quantitativement, en fait, ne le sont pas vraiment. Ça veut dire qu'il y a, au-delà de la diversité, d'autres éléments à aller regarder et donc à travailler si on a envie de proposer un environnement inclusif à nos travailleurs et à nos travailleuses. On se rend compte qu'un certain nombre d'entreprises ont des chartes diversité, pratiquent l'égalité des chances, luttent contre les discriminations, mais pour autant, même si elles respectent les quotas, on ne peut pas dire qu'elles soient inclusives parce qu'il y a un bas qui blesse. C'est celui du sentiment d'inclusion. J'ai envie d'amener vraiment cette distinction entre la diversité et l'inclusion. La diversité, ça serait la capacité à insérer de manière socio-économique dans l'entreprise ces profils divers et variés. On est plus sur une notion quantitative, sur finalement un acte qui est connecté au recrutement. Là où l'inclusion va bien plus porter sur des aspects plus qualitatifs, sur la capacité à mettre en œuvre des moyens qui permettent aux collaborateurs et aux collaboratrices de se sentir inclus. Et c'est là où on va voir que le sujet est extrêmement complexe, parce que je peux être un travailleur handicapé et me sentir inclus dans l'entreprise, considéré, valorisé, accueilli, intégré, et je peux être, pardonnez-moi pour l'expression, Madame Michu, secrétaire, 50 ans, et arriver au travail le matin et me sentir complètement exclu. Donc le sentiment d'inclusion, il va venir compléter, selon moi, le profil et la description, la caractérisation de ce qu'est une entreprise inclusive, et elle va venir toucher quelque chose qui est de l'ordre de la psychologie, puisque se sentir inclus, ce fameux sentiment d'inclusion, c'est un sentiment, donc c'est une perception subjective, intime, personnelle. Magali chez FAS, elle peut se sentir magnifiquement inclus et peut-être que sa collègue juste à côté peut se sentir beaucoup moins inclus. Parce que le regard de Magali sur la vie, sur qui elle est, sur sa place dans sa vie professionnelle ne sera pas le même que celui de sa collègue. Comme c'est une notion individuelle et subjective, l'idée c'est d'aller proposer à chacun de se demander si dans sa vie professionnelle, il se sent accepté tel qu'il est. Dans ces différences, bien évidemment, pour peu qu'elles soient visibles, voilà, c'est assez évident à traiter, mais on va parler aussi de certaines différences invisibles. Il y a des orientations sexuelles qui ne se voient pas. J'ai envie de vous parler de la neuroatypicité, par exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la façon dont les hauts potentiels peuvent être intégrés dans les entreprises et se sentir inclus quand ils ont un mode de fonctionnement dans le bocal qui n'est pas du tout le même que les autres. Le sentiment d'inclusion, il va venir chercher ce sentiment d'être accepté en étant soi, en restant soi, sans avoir à cacher une partie de soi. Sans avoir à cacher une partie de soi. Et c'est là où toute cette dimension plus invisible, en fait, va créer de la complexité dans le sujet, parce qu'on n'exprime pas forcément, et on ne montre pas forcément, ou on ne voit pas forcément, ce qui fait qu'on se sent inclus ou qu'on ne se sent pas inclus. Dans le sentiment d'inclusion, il y a deux dimensions. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous partager, et encore une fois, c'est ma perception personnelle du sujet. Quand on dit que l'idée, c'est de ne pas cacher une partie de son identité, on va donc largement au-delà des marqueurs de diversité dont on peut parler, handicap, genre, origine raciale, etc. Pour moi, il y a deux dimensions dans le sentiment d'inclusion. Le premier, c'est je me sens inclus dans mon collectif de travail si je me sens appartenir à ce collectif de travail. C'est-à-dire si je me sens accueillie, acceptée, respectée. En gros, la greffe a pris, j'étais à l'extérieur, je rentre à l'intérieur et je me sens faire partie d'eux. En résumé, je me sens intégrée. Mais il y a un deuxième volet qui est, à mon sens, le plus complexe, le plus subtil, c'est que je peux me sentir intégrée, mais ne pas me sentir libre d'être qui je suis.
on vient chercher là toutes les questions de moule social, de conformisme, de besoin, de reconnaissance, de chercher finalement à pouvoir être libre dans ce collectif de travail, de ressentir ce qu'on a à ressentir, de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on pense qu'il faudrait faire aussi. Et tout ce deuxième volet dans le sentiment d'inclusion, c'est au-delà de me sentir intégrée, c'est que je me sens libre. Je me sens libre d'être qui je suis, je me sens libre de m'exprimer et je me sens même libre d'agir. Donc, si on se met 2 minutes dans la peau d'un manager qui veut développer un sentiment d'inclusion dans son équipe, qui veut favoriser un environnement inclusif, l'idée, c'est qu'il regarde chacun de ses managers en disant est-ce qu'il se sent intégré et est-ce qu'il se sent libre de s'exprimer. Et là, je pense que dans votre cœur et dans votre tête, vous êtes en train de dire comment un manager il peut sentir ça? Comment il peut favoriser cette liberté d'expression quand on sait que quand l'autre s'exprime, il nous ouvre les portes de son univers intérieur avec plein de différences. Et c'est là où l'inclusion, elle va largement au-delà de la différence de statut. Elle va en fait sur les différences de point de vue, des différences de regard. Quand on dit que l'entreprise doit intégrer la diversité, en fait, oui, évidemment, techniquement, typiquement, mais en fait, l'entreprise, elle a toujours été diverse parce que tous les êtres humains sont complètement différents. Et l'appréhension de cette différence, la capacité à la voir comme une force, à la manager au quotidien, c'est des vraies compétences. Et typiquement, FAS met en place des actions de formation, des actions de sensibilisation qui permettent d'ouvrir les chakras, voilà, de regarder en fait cette différence sans peur, avec une forme de courage aussi, parce que ça suppose d'abandonner certaines résistances ou certaines croyances chez soi. J'ai envie de vous proposer un petit jeu pour être super concrète, et parce qu'on a très peu de temps ce matin quand même pour parler du sujet. Si le sentiment d'appartenance, c'est à la fois se sentir intégré et se sentir libre d'agir et d'exprimer ce qu'on ressent, je vais vous proposer dans le chat de mettre un « i » si dans l'exemple que je vais vous donner, vous vous sentez inclus. I pour inclus. Et de mettre un « e » si dans l'exemple que je vais vous donner, vous vous sentez exclu. Et je vais vous donner des exemples super simples. Vous êtes prêts? Faites des pouces en l'air si vous êtes prêts. Yes? Ok. Alors, première situation. Lors de ma prise de poste, on a mis 1 mois à me créer un accès sur le serveur de fichiers partagés. I, je me sens inclus. E, je me sens exclu. Question numéro 2. Tout le monde me dit bonjour en souriant le matin. Question numéro 3. Mes collègues ne m'invitent pas ce midi à déjeuner dehors avec elles. Oh, j'induis, je joue la phrase. 4e exemple. Mon responsable valide systématiquement mon adhésion avant de lancer un nouveau projet. Ok, numéro 5. Je n'ose pas donner mon opinion en réunion. Exemple numéro 6. Je n'ai pas de difficulté particulière à demander de l'aide. Ok, numéro 7, avant-dernière. Je ravale mes émotions plusieurs fois par jour. Je fais surtout attention de ne rien montrer. Question numéro 8 et dernière. Dans le cadre de nos projets, je suis force de proposition dès que je peux. Ok, intéressant, il n'y a pas... Tout le monde ne répond pas toujours la même chose. Bon, vous voyez qu'intuitivement, en fait, on sait globalement quand on se sent inclus ou quand on se sent exclu. Parce que c'est un truc qui est dans notre cœur, qui résonne très très fort et qui vient toucher en fait nos émotions et notre capacité d'être en lien avec les autres. Donc, on comprend vite que le sentiment d'inclusion, si je fais juste une petite parenthèse de psychologie, le sentiment d'inclusion, en fait, il va parler d'une lutte ancestrale contre une peur qui s'appelle la peur du rejet. C'est une blessure de l'âme et qui est une blessure de l'être humain depuis qu'il était dans la grotte et qu'il savait que si on lui disait « Bilout, tu sais quoi, sors là, parce que là tu nous sors de la grotte »,
il savait qu'il n'allait pas vivre bien longtemps. On a cette blessure du rejet qui vit à l'intérieur de nous d'un point de vue vraiment reptilien et qui est très active chez chacun d'entre nous parce qu'on on a des histoires personnelles. À l'école, on n'a pas forcément été accepté, on n'a pas forcément eu des copains, on a un papa qui n'a pas été assez présent, on a peut-être la petite copine au CM2 qui nous a quittés sans raison. La blessure du rejet, en fait, c'est connecté en fait, à un besoin psychologique très fort, qui est un besoin psychologique de sécurité, qu'on peut modéliser. Maslow en avait parlé dans sa célèbre pyramide. Ce besoin-là de sécurité psychologique lié à la blessure de rejet est à la croisée du besoin d'appartenance et du besoin d'estime de soi. Le besoin d'appartenance qui revient à « je me sens intégré », faire partie d'une communauté, et le besoin d'estime de soi qui consiste à dire « je me sens reconnu pour qui je suis, pour la valeur que j'ai, je me sens reconnu pour mes efforts, pour l'énergie que je déploie dans mon travail, et je me sens également reconnu pour les résultats que j'ai, c'est-à-dire qu'on va mettre de la valeur sur ce que j'ai pu produire très concrètement et qui a permis de contribuer aux objectifs collectifs. » Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'entreprise inclusive avec cette définition traditionnelle et cet élément plus subtil qu'est le sentiment d'inclusion. Vous voyez que le sentiment d'inclusion, on le ressent très intuitivement. Donc j'ai envie de dire, pour conclure cette prise de parole, on est tous acteurs du sentiment d'inclusion. On est tous co-responsables. On est co-responsables de ce que notre collègue vit. S'il se sent inclus ou s'il se sent exclu, on a une part de responsabilité. On peut s'interroger sur nos comportements au quotidien. Qu'est-ce que je fais pour que mon collègue se sente bien, qu'il se sente inclus, que l'expérience qu'on vive ensemble soit agréable et confortable? Je suis co-responsable du sentiment d'inclusion de mon manager. Si vous saviez le nombre de managers qui m'ont dit en off, en fait, mon équipe, elle vit, mais elle vit de son côté. J'ai tout fait pour créer de la mixité dans l'équipe. J'essaie d'avoir un management participatif. Et ce manager, en fait, par exemple, on ne l'invite jamais à déjeuner avec l'équipe. C'est un exemple tout bête, mais du coup, lui, il se sent exclu. Et s'il se sent exclu, il est blessé. S'il est blessé et que sa blessure de rejet, en fait, est activée, il va aussi générer une énergie complexe. Et si peu qu'il ait un peu de mal à gérer ses émotions, ça peut partir en cacahuète. On est responsable du sentiment d'inclusion de nos collègues, de notre manager. J'ai même envie de dire qu'on est responsable du sentiment d'inclusion des membres du CODIR, du PDG. On est membre du sentiment d'inclusion aussi de nos parties prenantes externes. Quand on cherche à créer une communauté, par exemple, avec nos clients, avec nos fournisseurs, ça ne se limite pas, en fait, au champ de l'entreprise. Et j'ai envie de dire que si on est co-responsable du sentiment d'inclusion de tout notre entourage professionnel, alors notre entourage professionnel est lui aussi co-responsable de notre propre sentiment d'inclusion. Il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner. On va sans doute avoir l'occasion d'en parler dans le temps de questions-réponses, parce que ce sentiment d'inclusion, il va se travailler dès le moment de l'intégration, de l'embauche, ce temps précieux en fait, de démarrage, où vous mettez les pieds dans l'entreprise, où l'entreprise fait donc la démonstration que la promesse de recrutement est cohérente, honnête ou non. Mais le sentiment d'inclusion, il va se travailler tout au long de la vie professionnelle. C'est en ce sens que l'inclusion, c'est à la fois de l'insertion, mais c'est aussi du maintien dans l'emploi. Parce qu'avoir un emploi, c'est bien, mais avoir un emploi durable, c'est mieux. Et avoir un emploi durable où on se sent bien, eh ben, c'est encore mieux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'entreprise, elle n'a pas d'autre choix que de prendre soin de ce sentiment d'inclusion. Mais que ce que je ressens, en tout cas sur le terrain, c'est que les dirigeants, les managers, les RH, et même les travailleurs, ils se sentent très incompétents pour prendre soin de ça, parce qu'ils n'ont pas été éveillés, sensibilisés, éduqués, formés à ça. À l'école, en fait, on nous apprend assez peu ce genre de choses. On nous apprend le théorème de Pythagore, mais un peu moins les comportements citoyens et sociaux. Voilà en gros les apports que je voulais vous faire ce matin. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette intervention. Alors, il y a déjà une personne qui lève la main, sûrement pour poser une question. Donc, j'ai Maurice qui lève la main. C'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maurice Essobi-Bouti, fondateur de EB Consulting Sociologie. Je suis sociologue et consultant. Voilà. Donc, tout ce que madame a dit tout à l'heure est très intéressant. Et l'inclusion est un sujet clé en entreprise. Cependant, on ne peut pas faire l'inclusion pour faire l'inclusion.
On doit faire aussi l'inclusion qualitative, c'est-à-dire que les compétences, les savoir-être et les savoir-faire doivent être au centre de l'inclusion. Vous avez beaucoup parlé de psychologie, mais la sociologie intervient beaucoup en termes d'inclusion. C'est-à-dire que chacun est déjà responsable en soi de son inclusion ou de son exclusion dans une entreprise. Et moi, j'accompagne les personnes pour s'approprier leur milieu de travail, leur environnement de travail. L'estime de soi doit être construite déjà par soi-même avant que l'autre ne pose son regard sur nous. Et nous savons très bien, excusez-moi, je garde mon petit, il me trahit. Donc, il est le bienvenu. Merci. C'est un travail de longue haleine que chacun doit pouvoir entamer. Et justement, les techniciens sont là, psychologues, sociologues, pour aider les salariés à se comprendre, à savoir comment trouver leur place en entreprise. Bien sûr, les chefs d'entreprise ont une grande responsabilité. Cependant, s'ils n'ont pas l'inclusion dans leur ADN, il sera très difficile de parler d'inclusion dans une entreprise. Je vous remercie. Merci pour cette intervention. Effectivement, c'est ce que je disais en commentaire aussi. N'hésitez pas à faire appel aux spécialistes de votre territoire pour être accompagnés sur tous ces sujets-là. Et du coup, c'est aussi la raison d'être des clubs FASS, c'est de pouvoir vous mettre en réseau avec les bonnes personnes et qui répondront à vos objectifs. On a aussi Elia, du coup, qui lève la main. Bonjour à tous, merci. Donc déjà, merci pour tous ces conseils et du coup, le conseil aussi en commentaire. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai créé mon entreprise, parce que ça fait que moi voilà, qu'on s'est lancé dans cette grande aventure. J'ai démarré directement avec 2 salariés, donc ça a été aussi une grosse découverte pour moi et en fait, je me suis beaucoup basée sur ce que j'aurais aimé avoir en entreprise déjà, en étant jeune, enfin moi en étant salariée. Forcément, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, comme la flexibilité, on va pas pinailler sur 30 minutes avant, après, enfin voilà, certaines logiques qui, en tout cas, qui n'étaient pas mises en place dans mes anciens postes, voilà, à ce niveau-là. Après, c'est vrai que sur alors j'ai beaucoup aimé on va dire le terme, la blessure du rejet. Je pense qu'on se reconnaît tous dedans à un moment donné, on l'a tous vécu dans notre vie. Et c'est vrai que ça nous remet tout de suite dans des émotions, oui, de tristesse. Le sentiment quand on est jeune dirigeant, ou dirigeant tout court, hein, j'imagine, c'est vrai qu'on a beaucoup l'impression quand même que c'est unilatéral. Enfin, en tout cas, sur l'envie de donner, de mettre en place, etc. Mais on peut quand même vite se sentir isolé parce qu'on est aussi face à des problèmes de dirigeants, quoi. Et qu'on ne partage pas forcément en plus avec les salariés, parce qu'il faut aussi garder une vision, un cap, etc. On en revient du coup aux émotions. Et c'est vrai qu'en entreprise, les émotions, on ne les montre pas non plus. Effectivement, on n'a pas été éveillé ou on n'a pas grandi avec ce. Oh, on ne montre pas des profusions d'émotions en entreprise, on essaye vachement de se maîtriser, d'être dans le contrôle, etc. Et du coup, je pense qu'effectivement, c'est. Donc, nous, on essaie quand même d'être ouvert à la parole, mais c'est vrai que c'est pas. On va plus retenir quand même. On essaie de passer au-dessus, mais c'est vrai que quand on fait une erreur, ouais, on a tendance quand même plus à retenir, on va dire, l'erreur qui a été faite que tout ce qui a été bien mis en place auparavant, surtout voilà, quand on est en petit comité. Donc du coup, voilà, après il faut. C'est vrai que c'est très dur de rattraper un petit peu les écarts qui peuvent se faire à un moment T. Et comme je l'ai dit, justement, on travaille aussi sur une charte de collaborateurs. En tout cas, on essaye de demander de faire participer tout le monde sur les avis. Il n'y a pas un pôle, oui, il y a un responsable communication, mais c'est pas lui qui décide tout sur la communication. On donne un peu tous notre avis, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde se sent libre de donner son avis et être force de proposition? J'avoue que j'en suis pas très sûre. C'est compliqué quand même. Mais voilà, en tout cas, c'était hyper intéressant d'avoir les différentes interventions et tous les axes en fait, qui ont été abordés sur ce thème. Donc, du coup, déjà, merci. Voilà. Il n'y avait pas de vraie question en soi. Ouais, hein. voilà. Voilà. C'était plus une réaction, quoi. Est-ce que je peux réagir du coup, Magali?
Bien sûr, et après, je donnerai la parole du coup à Stéphane qui a levé la main. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là dans ces 2 premières interventions. Moi, le mot qui me vient là, c'est justesse. On touche avec vos interventions à tous les deux. En fait, j'ai utilisé plusieurs fois les adjectifs complexes et subtils, mais c'est vraiment ça. Enfin, on est dans l'humain, en fait. Et pour rajouter encore une couche, une entreprise qui va cultiver cette diversité et qui va prendre soin de créer un environnement inclusif, elle peut y arriver le lundi à 8h et à 8h05, ça marche plus en fait. Ça bouge en permanence. Moi, ce que j'entends en fait dans votre témoignage, Elia, c'est celui d'une chef d'entreprise qui est ouverte, qui est curieuse, qui est prête à se remettre en question, qui prend 1 heure de sa vie pour assister à une matinale sur le sujet, qui s'exprime, qui ose dire avec humilité qu'elle n'est pas sûre qu'elle fait tout comme il faut et qu'elle ne sait pas comment faire. En fait, Elia, ça c'est juste... comment dire, on aimerait qu'ils soient tous comme vous, en fait, les patrons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si déjà il y a cette ouverture, cette humilité et cette envie d'apprendre et de comprendre, alors le vrai terreau pour vivre une entreprise, avoir un vécu du travail qui soit positif, agréable, etc., ben, les conditions, elles sont déjà réunies. Après, le reste, c'est de la mécanique, c'est de la technique, c'est de la formation, c'est parfois de la facilitation. Bon. Je pense que quand vous dites je propose à mes collaborateurs de vivre ce que moi j'aurais aimé qu'on me propose, c'est exactement ça la bienveillance. En fait, je me dis qu'est-ce qui va faire que l'expérience va être positive. Ok, je regarde en fait mon propre prisme sur la vie et en fait les conditions que moi j'aimerais avoir pour travailler, être performant et me sentir bien, c'est celle-ci. Donc je les prends en fait et je les colle. Et là où il va y avoir en fait un peu plus de profondeur dans la démarche bienveillante, c'est que la façon dont vous calquez votre représentation positive des choses, il y a forcément des zones d'alignement et il y a des zones aussi de frottement avec les autres. Et c'est là où l'ouverture, l'expression va permettre de grandir tous ensemble pour permettre à des réalités qui sont différentes de vivre en harmonie et que finalement ce ne soit pas seulement l'expérience individuelle qui soit agréable, mais l'expérience collective. D'où l'intérêt de penser qualité de vie au travail. Il fallait que je fasse un petit coup de pub quand même, Magali. Merci du coup pour ces réactions. Alors Stéphane qui a levé la main. Oui, bonjour et encore mille merci parce que vraiment c'est hyper intéressant. Je me présente vite fait, j'ai eu une start-up pendant plus de 20 ans sur lesquelles j'ai essayé d'appliquer un management que je connaissais pas parce que les mots n'y étaient pas, mais finalement c'était un management éthique. Les gens me prenaient pour un bisounours, pour un fou. Il se trouve qu'on a été racheté par une des plus grosses mutuelles françaises qui n'a pas réussi à nous piquer ni nos clients ni nos talents. Donc, on ne doit pas être si mauvais que ça. Et pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, l'éthique dans le management, l'inclusion au sens large, hein, pas uniquement des diversités, des mixités, mais l'inclusion au sens large, ça procure de la fidélité, ça procure de l'engagement, ça empêche le turnover et ça limite les absences. Tout le monde était, dans mes amis chefs d'entreprise, surpris du peu d'absences que l'on avait avec des gens qui même travaillaient de chez eux quand ils n'y étaient pas, tout en respectant leur rythme de vie. Hein. Et du coup, on m'a demandé d'enseigner ça parce qu'une fois que j'avais vendu ma société, je cherchais quoi faire tranquillement. Et j'enseigne au Collège de Paris aujourd'hui avec une équation que je veux bien partager du bien-être au travail, puisque Emmanuel, vous disiez qu'effectivement, il n'y avait pas forcément d'équation pour ça. Ben, j'ai essayé d'en faire une un peu complexe qui inclut ce que disait tout à l'heure notre intervenante aussi, le quotient émotionnel, en plus du quotient intellectuel et d'autres quotients, des marques d'attention, du leadership, des choses comme ça. Donc, ça sera avec plaisir s'il y en a qui veulent le partager. Et puis, pour refocuser, c'est pas un beau mot, pour nous recentrer sur la partie réellement intégration, inclusion, j'ajouterais qu'une entreprise n'a pas le choix, mais surtout un intérêt à l'inclusion. Parce que l'inclusion, c'est force de résilience. Quand quelqu'un n'a pas vécu la même chose que vous, forcément, il ne pense pas comme vous. Et si un jour vous posez une question à votre staff qui est composé de tous les gars qui sortent de la même école d'ingénieurs qui vous répondent à une problématique avec une seule réponse commune, commencez à vous inquiéter. C'est là où ça devient compliqué. Je ne sais plus quel écrivain a dit un jour l'ennui naquit de l'uniformité. Moi, je dirais un jour le risque naquit de l'uniformité en entreprise.
Et l'inverse, hein, la richesse, l'agilité, le mot à la mode, l'agilité pour l'entreprise, naquit un jour de la diversité et de sa bonne inclusion. Voilà. Et c'est tout. Et puis, j'adore ce que vous avez dit. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce retour. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste 5 petites minutes avant la fin de cette matinale. N'hésitez pas à faire des retours, des commentaires. Vous allez recevoir après du coup le lien vers le replay et puis les coordonnées des intervenantes. Comme ça, vous pouvez prendre contact aussi avec elles si jamais vous avez des questions. Magali, si je peux, dans le chat, j'ai regardé les réponses au petit jeu et certaines personnes ont répondu à la fois IE à certaines questions ou des réponses un peu entre deux, qui n'étaient pas tranchées, autres par exemple. Si quelqu'un veut bien prendre la parole pour expliquer, ça serait super intéressant. J'ai vu qu'il y avait une Blandine, je crois. Alors, voilà, Blandine. Emmanuel, j'ai mis autre. Oui. Parce que quand vous avez parlé du sentiment d'exclusion du manager qui n'était pas invité à manger, etc., pour le coup, je l'ai vécu parce que on était très souvent invité à manger, mais il y a pas mal de moments où il ne faut pas qu'on soit invité à manger parce qu'il y a d'autres moments dans d'autres sphères qu'ils ont besoin de partager et ils peuvent dire des choses qui ne nous sont pas destinées et qui, du coup, prendront une autre forme si on est là. Donc, ça serait pour moi liberticide pour eux d'avoir le sentiment d'être obligatoirement invité à chaque chose. Et pour vous donner le type de relation, mon ancien bras droit, aujourd'hui, son fils m'appelle tonton. Hein, donc, voilà, on avait des vraies relations, mais il y a des moments où on n'est pas obligé d'être avec les gens. Et même, c'est sain de ne pas être avec les gens. C'est un peu comme si on disait mes enfants font une fête, je ne suis pas invité. Bah, oui, je ne suis pas invité, c'est normal. Voilà, ça peut arriver. Voilà pourquoi j'ai mis autre. Ouais, c'est super intéressant. Et alors, ça vient toucher le fait que certaines personnes, ça je ne l'ai pas dit dans ma prise de parole, mais en fait, la sensibilité à la blessure de rejet, elle est plus ou moins active chez chacun d'entre nous, bien évidemment. On va avoir un niveau d'attente à l'égard des autres pour nous intégrer et nous inclure qui a des proportions différentes en fonction de chacun. Dans l'exemple du manager qui n'est pas invité à déjeuner, en fait, si lui, il hurle le besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'appartenir, il va être blessé par ça. Et il peut y avoir un manager qui, au contraire, aspire qu'à une seule chose, c'est surtout pas aller bouffer avec l'équipe qu'il manage parce que c'est bon, il les a déjà toute la journée. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête et dans le cœur des gens. Dans cet exemple-là, vous avez complètement raison sur le fond et c'est là où on va voir la différence entre être invité à la fête. Il y a un petit souci avec le réseau d'Emmanuel. Je pense qu'elle nous rejoindra juste après. Du coup, Blandine, si vous voulez faire votre retour, et puis je pense qu'elle nous entend, mais que ça bug de son côté. Voilà, je voulais juste préciser, parce qu'effectivement, j'ai répondu à plusieurs questions IE. En fait, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, je ne sais plus exactement quelles étaient les questions, mais il y avait notamment force de proposition, initiative, proposition d'initiative. Pour moi, ce n'est pas parce qu'on est inclus ou exclu qu'on ne va pas le faire. On peut être totalement exclu et justement être force de proposition pour tenter de s'inclure. À l'inverse, on peut être totalement à l'aise et se sentir totalement inclus et continuer à faire des propositions. Pour moi, il y avait dans certaines des propositions des éléments qui pouvaient autant s'intégrer à quelqu'un d'inclus ou d'exclu. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis IE parfois, parce que pour moi, ce n'était pas tout à fait révélateur de la posture de la personne ou de ressenti de la personne dans sa prise de position à proposer des choses ou pas. Voilà. Merci beaucoup. Donc, j'ai dit, okay, oui, Emmanuel, pardon, mais j'ai plus du tout eu d'électricité. Je suis dans la montagne noire en Occitanie et l'électricité vacille. Pardon. Je pense que ce que je voulais exprimer sur la fin de ma prise de parole interrompue répondra aussi à la remarque de Blandine. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens et l'idée, c'est
Je n'ai pas envie de déjeuner avec mon manager et je pars bouffer avec mes collègues. Je peux très bien dire à mon manager, on va manger avec les filles et j'espère que tu comprendras qu'on a besoin de ce temps entre pairs, entre nous. Voilà, c'est aussi notre vie à nous, c'est notre communauté. Il y a des choses qui méritent d'être exprimées quand on sent que la personne en face de nous, en fait, peut avoir cette blessure active pour pas qu'elle se sente rejetée. Je dis pas qu'il faut le faire systématiquement tous les midis. Si tous les midis vous allez bouffer avec vos collègues sans votre manager, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des savoir-être en fait. Voilà. Il y a des qualités de présence et d'attention à l'autre. Alors, il y a juste une petite question dans le chat pour Emmanuel. Donc, quelle est la 3e catégorie évoquée en préambule dans la définition de l'entreprise inclusive? Ah, ça c'est quelqu'un qui est fan de diversité qui pose cette question. Alors, la théorie dit qu'il y a 3… Comment? Il y a eu un écho. Ah, pardon. Il y a 3 catégories de diversité. Il y a la diversité visible, la diversité invisible et la 3e catégorie. Vous savez, en France, on fait toujours les choses de manière très, très rationnelle. La diversité visible, c'est tout ce qui est culture, origine ethnique, nationalité, genre, handicap, qu'il soit mental ou physique. Tout ce qui est diversité invisible, c'est donc par définition ce qui ne se voit pas tout de suite. Ça peut être l'instruction, ça peut être les expériences de vie, la situation sociale et socio-professionnelle, la situation familiale. C'est là où on peut ajouter par exemple la neurodiversité, la typicité. Et la 3e catégorie de diversité, elle est, la famille n'est pas nommée, c'est tout ce qui est orientation sexuelle, religion et langue. Voilà ce que dit la théorie de la diversité. Merci du coup pour ces réponses. Alors, on arrive au bout de la matinale. Alors, je voulais tous et toutes vous remercier pour votre participation, vos interventions, vos retours. Merci du coup à Emmanuel et Lola pour être intervenus. Donc, la prochaine matinale de la RSE, donc c'est tous les 2e mercredis du mois. Donc, la prochaine matinale, ce sera le mercredi 8 décembre. Vous recevrez à chaque fois l'invitation avec les thématiques, etc. Et puis le replay disponible sur la chaîne YouTube de Face Grand Toulouse. Pour l'instant, vous avez les replays des matinales précédentes. Voilà, et en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat. On va laisser nos coordonnées. Comme ça, vous pourrez nous recontacter. Et encore, merci à tous et à toutes. Et puis, excellente journée. Merci à toutes et à tous. Merci Magali. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.